Donc je suis très heureux d'accueillir Michel Jourde ici, qui est donc maître de conférence à l'ENS de Lyon en littérature française du XVIe. Très heureux parce qu'il est aussi un peu la raison de notre présence à de nombreuses personnes ici dans cette salle aujourd'hui. Et très heureux parce que il est plus particulièrement savant sur ce sujet, puisqu'il a fait sa thèse sur la question animale, donc il portait le titre « La voix des oiseaux et l'éloquence des hommes, sens et fonction des manifestations sonores dans la littérature française des XVIe et XVIIe siècles ». Et il a écrit un certain nombre d'articles, 11 j'ai compté, sur l'animal en littérature du XVIe. Voilà, donc aujourd'hui il nous parle de l'anecdote animalière à la frontière des genres au début de l'époque moderne. Merci Augustin. Oui, alors j'ai eu l'idée de partir de cette question des genres, alors pour deux raisons. D'une part, c'est lié à cette histoire de thèse, puisque ce travail portait effectivement sur la production sonore des oiseaux, et j'avais dû un peu m'informer sur l'histoire du discours ornithologique. Et le moment, si on dit les histoires d'ornithologie, le moment clé, qui est vraiment un basculement de régime, c'est quelque chose qui se passe dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, autour des publications de ces auteurs-là, donc Francis Willoughby et, soudain son nom m'échappe, John Ray, qui s'occupe surtout de botanique, mais qui édite les travaux de son ami Francis Willoughby après sa mort, donc on est en 1676-78, et c'est le grand moment de prise de distance à l'égard des manières d'écrire jusque-là l'ornithologie par élimination de l'anecdotique et de l'ornemental. Et donc c'est vraiment ressenti comme ça et formulé comme ça. Alors auparavant on est dans ce régime de zoologie encyclopédique, hein, avec ces grands noms au XVIe siècle, les encyclopédies zoologiques de Conrad Gessner ou d'Ulysse Aldrovandi à la fin du siècle, où les anecdotes sont partout. Donc par exemple, si vous regardez l'histoire des animaux de Conrad Gessner, il a pour chaque animal, il fait une série de rubriques, et en fait, si on regarde bien, il y a une seule rubrique où on ne va pas trouver d'anecdote, c'est la première qui est consacrée au nom des animaux dans les différentes langues. Là, il ne peut pas y avoir d'anecdote. En revanche, dans toutes les autres rubriques, il peut y avoir des anecdotes. Donc dans l'ordre, celle sur l'habitat et la morphologie, ça peut prêter des anecdotes, celle sur la physiologie, donc par exemple sur les oiseaux, beaucoup de la physiologie du chant, beaucoup d'anecdotes sur ça dans cette rubrique, une rubrique sur les mœurs de l'animal, donc évidemment ça peut être une matière à récit, l'utilité, l'intérêt alimentaire, l'intérêt médical. Dans d'autres, chez Aldrovandi par exemple, on aura des rubriques qu'il appellera philologiques, symboliques, ou sur la fable, hein, sur des récits. Donc on a aussi ça devient parfois des recueils d'anecdotes. Alors chez Willoughby et Ray, quand il leur arrive de reprendre une anecdote, ils le font avec une extrême réserve, une extrême précaution, en disant c'est un peu ridicule, mais je conserve sur tel animal, tel oiseau, cette histoire qu'on continue de raconter. Et c'est une réserve à l'égard de ce qu'ils appellent la rhétorique. Hein, le mot qu'ils emploient, c'est le verbe rhétoricor, c'est faire de la rhétorique, blablater, on pourrait dire, sur les animaux. C'est alors soit faire des louanges des animaux, en disant ça, il faut arrêter de faire des louanges, soit raconter des histoires sur tel ou tel spécimen concernant cette espèce. Alors, c'est marqué l'évolution. Donc là, il y a l'édition latine 76 et 78. Vous voyez cette gêne qui est vraiment qui va avoir des conséquences en termes de genre, se traduit, je ne sais pas si vous voyez dans le bas de la page de titre. Ray a l'idée, donc Willoughby est mort, il traduit en anglais, il a l'idée de sortir du livre scientifique sur les oiseaux, 3 qu'il appelle discours considérables, qui vont être donc hors du traité lui-même, et qui sont des discours sur les usages des oiseaux, par exemple un discours sur comment élever des oiseaux chanteurs. Et dans Aldrovandi, par exemple, 80 ans plus tôt, il y avait un traité sur les oiseaux chanteurs, comment les élever en cage, etc., qui était à l'intérieur du traité. Il n'y avait aucun doute. Et là, il le sort complètement de ça. Le reste, c'est sur
l'art de prendre les oiseaux et l'art de la fauconnerie, sur la fauconnerie. Et donc ça sort vraiment du traité. Et c'est ce qui permet, c'est ce geste qui permet la division qui est devenue familière après. Donc Ray, juste après sa mort, va paraître cette Synopsis Methodica Avium, c'est-à-dire un abrégé d'ornithologie, qui sera le grand moment des abrégés naturalistes en botanique, mais aussi en zoologie, où là on n'a plus aucun élément d'évocation d'un spécimen, on a simplement le fait d'identifier tout ce qui permet la différenciation des espèces, on s'arrête aux critères de différenciation, et on enlève tout ce qui est de l'ordre de l'ornement, on sort de l'abrégé, et c'est dans ce cadre-là que vont émerger ces livres d'histoire naturelle avec anecdotes, destinés, eux, à un autre public, avec d'autres visées. Donc il n'y a pas de visée concernant la classification, l'identification des espèces, mais on est du côté du plaisant, plaisir. Donc là, c'est post-Buffon, hein, c'est la page de titre des beautés de l'histoire naturelle des quadrupèdes, ouvrage rédigé d'après M. de Buffon, où l'on a conservé les morceaux les plus brillants de ce célèbre écrivain, des moments où il fait de la rhétorique, augmenté d'un grand nombre d'anecdotes curieuses et instructives pour la jeunesse. Et de la même manière, à la fin du XVIIIe, on a un Buffon des Demoiselles avec anecdotes, de la même manière où on va avoir de nouveau des petits récits. Alors le cas de Buffon est plus compliqué, je passe, parce que lui inclut Voilà, donc il me semble que cet enjeu des répartitions génériques et discursives est important dans l'histoire des discours sur les animaux. Hein. Qu'est-ce qui fera partie du discours scientifique, qu'est-ce qui n'en fera pas partie à tel ou tel moment. Donc ça avait fait naître un intérêt pour ces questions de genre. Et puis alors l'autre source, c'est la lecture des travaux d'Éric Baraté et de la manière dont vous utilisez dans ces dernières années la littérature, la question de référence littéraire. Alors, dans le point de vue animal, ça passait d'abord beaucoup par les épigraphes, hein, c'était joli puisqu'une des premières, c'est une citation de Faulkner qui dit « On voudrait avoir quelque Homère des Champs de Coton devrait chanter un jour la saga du mulet. Hein, » Donc c'est vraiment de la littérature puissance 2, hein, qui en appelle à un Homère pour cette histoire-là. Et puis c'est devenu plus explicite. Donc je voulais citer l'article paru dans Ethnozootechnie, donc sur Remarque, en 2015, pour une lecture pluridisciplinaire des récits littéraires et des relations hommes-animaux, et puis donc dans Biographie animale, dont on a plus parlé tout à l'heure. Et donc, moi, il me semble qu'il y a trois types d'appuis qui, justement, sont intéressants pour cette affaire des genres. D'abord, c'est que la littérature vous sert de source, on a compris, et donc de source légitime si on dépasse le soupçon d'anthropomorphisme, etc. Avec cette combinaison de plusieurs modes de lecture des textes littéraires. Bon, mais la littérature vous sert aussi de modèle d'un intérêt pour les individus animaux et leur histoire. À un moment, vous dites que ça commence avec Argos, le chien d'Ulysse, hein, vous passez par le roman de Renard, voilà, et puis vous situez ce qui se passe à la fin 18e sur ces biographies d'animal dans cette longue histoire, qui est une longue histoire de la littérature, d'un intérêt littéraire pour les individus animaux. Et puis, troisième appui, l'anecdote animalière au sens classique, j'allais dire, celui dont je parle, que vous opposez pour le coup à la biographie. C'est-à-dire l'anecdote animalière serait, éclaterait le vécu, un peu vous dites démembre. Vous avez une formule très marquante, ça. C'est une manière de démembrer l'animal. Par contraste avec votre projet d'écriture, hein, biographie, c'est vraiment pour faire entendre l'enjeu qu'il y a d'arriver à penser une écriture pour reconstituer un vécu animal. Voilà. Alors, je trouve que ça donne beaucoup à penser aussi en termes de genre littéraire, surtout quand on s'occupe de textes qui datent d'avant la séparation littérature-science. Hein, voilà, puisque si on travaille sur le début de l'époque moderne, effectivement, on travaille avant cette rupture-là, et avant ce moment de partage entre le littéraire et le scientifique. Ça ne se présente pas comme ça dans les livres de naturalistes
XVIe siècle. Alors, moi, sur cette base, j'avais pour l'instant travaillé sur la circulation des anecdotes, et là j'ai eu l'idée de proposer autre chose sur la situation des anecdotes animalières, et soudain j'ai une vision, donc je vais vous faire un schéma. Alors ça ne tient pas debout, c'est purement heuristique pour les 40 minutes qui viennent, vous oublierez après tout de suite, parce que c'est même un peu très discutable, mais ça voilà, ça m'a paru. C'est que si je suis parti, on va dire autres animaux, mais les frontières dont je veux parler, elles se situent sur deux axes. C'est la frontière hommes-animaux et la frontière vérité-fiction. Donc c'est tout bête, mais si on réfléchit dans ces termes-là, on aurait discours de vérité sur les hommes, histoire, discours de vérité sur les animaux, de l'histoire naturelle. Et là, fiction, alors là on va dire fable, vraiment au sens ésopique, pure fiction animalière où les animaux parlent. Et puis là, on va dire récit réaliste ou récit vraisemblable, enfin, voilà, on va dire nouvelle, parce que c'est une autre. Mais on aurait pu en prendre un autre, mais voilà. Et l'idée, c'est que je crois que les anecdotes, elles sont intéressantes pour mettre en contact des choses qui ne sont pas censées pouvoir être en contact. Mais elles créent des points de contact, voilà, qui sont intéressants à penser, je crois. Alors, le contact dont je ne parlerai pas, parce qu'il n'est pas concerné, c'est celui entre histoire et nouvelle, puisqu'on est dans un domaine strictement humain. Mais je voudrais évoquer donc, très rapidement les 5 autres, donc entre histoire et histoire naturelle, entre histoire naturelle et fable, entre fable et nouvelle, histoire naturelle et nouvelle, et fable et histoire. Parce qu'à chaque fois, ça me paraît pertinent de situer les animalière dans ce cadre-là. Bon, c'était à peu près clair. Après, il reste à vous convaincre. Alors, bon, le premier point, c'est ce contact entre histoire et histoire naturelle. Alors, évidemment, le point de départ, c'est la notion même d'historia, dont on sait qu'elle est centrale pour cette époque-là de l'histoire dans l'histoire des discours sur le vivant. Donc elle est centrale chez un auteur comme Konrad Gessner. Il y a eu beaucoup de travaux sur ça. Jean Séard en a parlé, je crois, ici. Et cette notion a une telle étendue qu'il n'y a pas, dans ce moment-là du savoir, de coupure entre la description d'un animal, le fait de décrire un animal, et le fait d'enregistrer tel ou tel comportement de cet animal ou tel usage humain de cet animal. Tout ça peut entrer dans un projet qu'on va dire histoire. Et donc, on est dans un moment de quête des singularités de la nature, tout ce que la nature peut offrir de singulier et d'intéressant à décrire. Et cette quête des singularités va concerner à la fois l'espèce, on va s'intéresser en particulier aux espèces bizarres, etc., on le sait. Mais cette singularité, elle est pertinente au niveau des spécimens tels qu'ils sont observables ou tels qu'ils ont été observés dans l'histoire. Donc on va pouvoir faire, de ce point de vue, des recueils de témoignages historiques sur tel ou tel spécimen. Et c'est ce qui va nourrir ces longues rubriques zoologiques. Alors, pour moi, il y a un élément qui me paraît important de ce point de vue, c'est la réception de l'œuvre d'Élien, donc le zoologue le plus tardif de l'Antiquité grecque. C'est le moment où la zoologie antique oublie le projet de classification qui était légué par Aristote pour ce que les spécialistes d'Élien appellent la valorisation du particulier. Élien, ses traités sur la caractéristique des animaux, c'est des tout petits paragraphes. Qu'est-ce qu'il y a de caractéristiques à raconter sur les animaux, de singulier? C'est ce qu'il appelle l'idiotesse des animaux. Et donc ça peut être au niveau d'une espèce, cette rubrique sur les poulpes ont un estomac extraordinaire, ils avalent n'importe quoi, etc. Ou bien sur un spécimen à tel moment.
on a vu un chien faire ça. On a vu un jour des grues se comporter de telle ou telle manière. Donc là, on se situe au niveau de tel ou tel spécimen à l'intérieur de cette espèce. Et le moment clé de ce point de vue, et que je trouve très riche par le paratexte, c'est l'édition des liens par Conrad Gessner, à Zurich, donc en 1556, qui réunit dans le même livre pour la première fois, à la fois l'encyclopédie zoologique des liens, sous le titre De Animalium Natura, aujourd'hui on traduit plutôt le titre grec, donc des caractéristiques des animaux, et puis juste après, la Varia Historia des liens, qui est ce livre incroyable, l'histoire variée des liens, qui est une série d'anecdotes sur les hommes ou sur les animaux. Hein, les deux sont complètement associés. Alors, Gessner est très conscient de cet enjeu, puisqu'il polémique en l'éditant contre Pierre Gilles, qui avait publié une première édition d'Histoire des animaux à Lyon dans les années 1530 et qui avait essayé de tout réorganiser par animal. Et il avait enlevé le prologue et l'épilogue des liens, qui parlent de sa méthode. Et Gessner dit c'est ne rien comprendre au projet, puisque il faut lire le livre en entier, et c'est un projet qui repose sur l'idée de variété de la nature, de collection de singularité, et donc l'image que prend Élien dans l'épilogue, c'est celle de la prairie et les fleurs dans la prairie, en disant on pourra dire que mon livre est désordonné, mais il n'est pas plus désordonné qu'une belle prairie, avec les plus belles fleurs, les fleurs les plus singulières. Et puis, Élien choisit aussi une analogie avec la chasse, qui est très belle parce qu'elle a une fonction éthique. Donc, il dit, voilà, les chasseurs, après tout, sont heureux de relever des empreintes pour s'emparer du corps de tant et tant d'animaux. Et moi, mon plaisir, je cite, c'est de repérer tous les dons que la nature leur a accordés et tous les honneurs dont elle les a jugés dignes. Et c'est repérer ces dons de la nature dans des séries de faits qui peuvent donc relever de l'espèce elle-même ou de tel ou tel spécimen. Alors dans ce cadre, ce qu'on peut appeler anecdotes animalières, ce sont donc de brèves narrations particularisantes, on va dire, qui documentent le comportement d'une espèce animale, éventuellement à travers tel ou tel spécimen, mais qui documentent aussi l'histoire humaine. Évidemment, on lit Élien aussi, c'est aussi un texte sur l'Antiquité. Évidemment. Alors, ce sont parfois des événements historiques célèbres, par exemple les oies du Capitole, le comportement des oies pour protéger Rome, la taille gauloise. Bon, il y a évidemment une section chez Élien, et c'est repris dans toutes les encyclopédies zoologiques à la Renaissance. Puis parfois, ce sont vraiment au sens d'anecdotes. Alors, Gessner connaît le sens grec d'anecdote qui vient de Procope, donc cette idée d'une histoire secrète dans les marges de l'histoire officielle. Procope, l'historien, écrit une histoire secrète et il emploie le mot anecdote dans ce sens-là. C'est les petits détails de l'histoire. Et Gessner, dans sa bibliothèque universelle, cite cette notion. Mais à ma connaissance, il ne l'utilise jamais à propos des animaux. Voilà, c'est évidemment pas lu tout Gessner, mais en tout cas, personne n'a jamais repéré l'emploi du mot à propos des animaux. Mais il pratique beaucoup l'anecdote, par exemple, empruntée à la vie privée des hommes célèbres. On en a beaucoup chez Gessner, donc autour des animaux princiers, voilà. J'ai écrit une anecdote sur le perroquet d'Henri VIII qui trompe un battleur londonien, puisqu'il tombe dans l'eau et pour se sauver, il reproduit le cri qu'il entend faire quand on convoque un batelier en disant 20 livres pour un bateau. Et donc un batelier vient, sauve le perroquet, il traverse et à l'arrivée, il emploie une autre phrase qu'il entend souvent, c'est donner un sou à ce vaurien. Et donc, alors, ça renvoie à la présence des animaux exotiques à la cour d'Henri VIII. Alors le XVIe siècle est très riche de ça. Je pense à la biographie de Thomas More, pour rester dans cet univers anglais, More et sa femme, qui ont toute une ménagerie d'animaux exotiques. C'est décrit par Erasme, par exemple, et on a des éléments sur la relation de la femme de More à son singe. Ça, c'est la copie du tableau perdu de Holbein, puisqu'on venait à Bâle, je suis voilà, on est tourné autour de Holbein, et détail, on voit le singe
qui est là, et donc il y a des éléments d'information sur la relation du couple mort à ce singe. Et quand Erasme le raconte dans la biographie de mort, c'est lié, c'est pour parler de l'esprit de mort, ce qu'il appelle la festivitas de mort. Hein, s'il est entouré d'animaux, c'est parce qu'il a un esprit qui est associé à l'idée de joie, de plaisir, de vie, de tolérance à l'égard des comportements, etc. Il y a toute cette dimension. Bref, donc là, le point de contact entre histoire et histoire naturelle à travers ces anecdotes, il est lié au fait que le monde, l'histoire du monde, c'est un monde partagé entre les hommes et les animaux. Il y a des hommes et des animaux qui cohabitent dans l'histoire, et ça se dit, ça se raconte dans des anecdotes de ce type. Donc ça, c'est la première, peut-être la plus... Alors, deuxième zone de contact, c'est entre l'histoire naturelle et la fable. Alors pour nous, c'est évidemment beaucoup plus perturbant, et ça montre à quel point on est avant le partage entre science et littérature, puisqu'a priori, dans les discours sur les animaux, il n'y a pas de distance plus grande qu'entre la visée savante de la description, par exemple, et la tradition ésopique avec des animaux qui parlent comme des hommes. Bon. Alors on sait qu'à la fin du XVIIe, cette distance fait l'objet de jeux très raffinés chez La Fontaine, par exemple, quand il inclut dans les fables la fable de l'histoire des souris et du chat-huant qui accumulent des souris pour les manger plus tard, et en fait il emprunte ça à un texte philosophique, un texte de l'abrégé de la philosophie de Gassendi, dernier, et La Fontaine fait une note en disant ceci n'est point une fable. La chose, quoique merveilleuse et presque incroyable, est véritablement arrivée. Donc il joue sur la limite du genre, et puis il ajoute, et puis si vous n'y croyez pas, vous n'avez qu'à vous dire que cette exagération est autorisée par la manière d'écrire dont je me sers, c'est-à-dire le fait que j'écris des fables. Et donc là, c'est vraiment un contexte de polémique philosophique, anti-cartésienne, contre les animaux machines, sur la capacité de raisonnement du chat-huant. Donc là, c'est un moment où La Fontaine peut jouer sur les limites du genre de la fable. Alors je ne connais pas au XVIe siècle d'anecdotes comme ça, d'histoire naturelle qui deviennent une fable, comme dans ce cas-là. Moi, j'en ai pas rencontré. Mais le lien se fait autrement. Il se fait autour de la question de l'exemplarité. Et donc c'est toujours, je vous l'ai indiqué dans le petit exemplier, c'est le Gessner éditant Élien consacre plusieurs textes, plusieurs pièces liminaires à cette question, ce qu'il appelle de la force des exemples qui sont offerts aux hommes à travers les faits animaux, les faits animaliers. Et la réflexion de Gessner est très riche, puisque il montre quels usages on peut faire de ces histoires d'animaux. Par exemple, il réfléchit au lien entre historia, exemplum, fabula, parabola, etc. Tout ce lexique, il envisage la question de l'usage rhétorique de la fable, depuis, en reprenant Quintilien, etc. Et puis il montre bien que ça n'est pas la même chose que les bestiaires à visée symbolique. Il dit là on part d'histoire sur les animaux, de situation, c'est pas le tel symbole fixe sur un animal. Non, là c'est des petites histoires, ce que fait Élien sur les animaux, et le fait qu'on en tire des exemples, alors en bien, en mal, mais en tout cas une réflexion morale, ça a une portée éthique. Il parle de l'harmonie entre philosophie morale et philosophie naturelle, à travers ces... Voilà. Alors, sur ce contact entre histoire naturelle et fable, dans une perspective moralisante, donc les travaux que je trouve très importants sur ça sont les travaux de Paul J. Smith sur l'emblématique, puisque ce qu'il montre, c'est que le moment où la fable se tourne vers l'emblème dans la deuxième moitié du XVIe siècle en particulier, c'est aussi un moment, à travers les illustrations, mais pas seulement, où les recueils, où il y a des échanges avec les encyclopédies zoologiques. Par exemple, des gravures de certains recueils de fables emblèmes
à la fin du XVIe siècle, sont vraiment parfois empruntés à Gessner très directement, avec ses manières de mettre l'animal en situation, hein, comme on faisait dans les très belles gravures naturalistes au XVIe, dans son cadre de vie, etc. Et inversement, ces gravures de recueils de fables et d'emblèmes sont ensuite repassées parfois dans les corpus d'histoire naturelle. Voilà, et Smith analyse, c'est très beau, je pourrais vous donner les références, cette page de titre donc d'un très beau recueil de fables flamand, donc en 1567, je vous ai mis la référence, et les gravures de Marcus Gerhardt et les textes d'Edouard de Dehn. Donc vous voyez, c'est les fables véritables des animaux. Hein. Donc il y a cette idée, on va tirer des fables de ce que les animaux font véritablement. Alors en fait, il y a des choses qui viennent des œufs, et puis il y a des choses qui viennent de l'observation de telle ou telle espèce, par exemple sur le caméléon, des choses comme ça. Et donc, vous voyez, on s'attendrait à la figure d'Ésope, et là on a une figure de jeune homme avec les deux mains, et dans une main, ce sont les instruments de possession de la nature, vous voyez, le harpon, les instruments de la chasse, etc., de possession physique, pratique des animaux, et dans l'autre main, c'est tout ce qui concerne la possession symbolique ou littéraire de ces animaux, puisqu'on a la palette du peintre, le burin du graveur, le hautbois du poète et la sphère du savant. Et tout ça marche ensemble, la connaissance des animaux. Alors il y a bien des choses, c'est pas en désordre, il y a la main gauche et la main droite qui ne font pas la même chose, mais ça marche ensemble, hein, dans une même appréhension humaine. Et donc on est dans un recueil de fables emblèmes, avec vraiment une visée morale évidente, hein, c'est vraiment une perspective éthique. Donc là, vous voyez, par-delà l'opposition vérité-fiction, hein, entre histoire naturelle et fable, ce qui est mis en commun ici, c'est cette dimension éthique, hein, la dimension exemplaire, le fait que observer les animaux apporte quelque chose à l'homme sur le plan éthique. Troisième zone de contact, c'est entre l'histoire naturelle et la nouvelle. Donc là, il y a une double frontière franchie, hein, la frontière entre vérité et fiction, et la frontière entre animaux et hommes. D'accord, hein, histoire naturelle, nouvelle. Alors ça, c'est un phénomène qui, je crois, assez central dans la circulation des anecdotes animalières au XVIe et au XVIIe siècle, c'est qu'on a beaucoup de récits brefs, disons, plaisants, qu'on voit circuler entre les encyclopédies naturalistes, Gessner, Albrandi et tout ce qui en dépend encore au XVIIe, et les recueils de narration brève, de narration plaisante, de type nouvelle, facétie. Donc c'est pour ça que je m'étais intéressé à cette histoire de perroquet en constituant un corpus où on a que j'empruntais autant au naturaliste qu'au recueil de facétie, où on a des perroquets qui font des farces aux hommes. Des perroquets qui trompent les hommes par leur maniement du langage. Alors évidemment, ce qui rend ça possible, c'est un fait de structure, c'est cette structure narration brève, hein, la complétude d'une narration, et puis c'est la coprésence fréquente dans ces anecdotes des hommes et des animaux. C'est-à-dire que si les perroquets trompent, ils ne vont pas tromper un autre perroquet. Ce qui fait récit, c'est qu'ils vont tromper un auditeur humain, par exemple. Alors, on pourrait dire, mais oui, mais quand même, cette distinction vérité-fiction, elle devrait empêcher cette circulation ou créer une difficulté. Mais en fait, ce qui fait le point de contact, c'est bien la notion de singularité, d'étonnement, de merveille, hein, qui est évidemment aux limites de la vérité et de la fiction, puisqu'on rapporte ces faits comme des faits vrais, ou vraisemblables, par exemple dans un recueil de nouvelles, qu'on rapporte parce qu'ils sont singuliers, ils sont aux limites du croyable. Ils interrogent le caractère
vraisemblable. Comme pour le perroquet d'Henri VIII, dont je vous ai raconté l'histoire tout à l'heure. Est-ce qu'on doit y croire? Jusqu'où on doit y croire? Voilà, donc ce que je trouve frappant, c'est que ce qui justifie qu'on intègre des anecdotes comme ça à une histoire naturelle du perroquet, du singe, bah, c'est aussi ce qui fait son intérêt pour un recueil de nouvelles. C'est l'idée que c'est singulier, que c'est étonnant. Alors voilà, je ne reprends pas les noms. Oui, j'en aurais pu parler, ces histoires de perroquets par exemple. Bon. Donc, moi, le corpus que j'avais fait, ça passait par Gessner. Après, ça passe dans des recueils, chez des mémorialistes qui vont raconter, par exemple chez Pierre de l'Étoile, il y a une histoire sur un perroquet, comme ça, pendant les guerres de religion, qui trompe ceux qui l'écoutent. Il y en a d'autres, ça c'est Charles de l'Écluse, Clusius, dont on parlait hier soir à table, hein, sur les animaux exotiques. Et dans son chapitre sur le perroquet, je n'ai pas reproduit la page, c'est vraiment une section sur le perroquet. Il parle des nouvelles espèces de perroquets dont on apprend l'existence en lisant les livres de voyage. Et au milieu, il dit, ah oui, ça me fait penser à quelque chose qui est arrivé à mon ami Philippe Marnix de Saint-Aldegonde, cet écrivain satirique, qui est, alors je crois que c'est le perroquet de Marnix lui-même, qui, alors lui, il est très agressif, puisque il rit sur commande, dans un premier temps, donc on peut le faire rire en disant « riez », et il rit en disant « ah, le sot qui me fait rire », ah, le bon sot qui me fait rire, etc. Et puis, voilà, les gens sont contents, et après, quand c'est fini, il insulte celui qui a son attitude change. C'est toujours lié à la versatilité du perroquet, c'est ce qui m'intéressait dans la structure de ces anecdotes, quelque chose qui échappe au contrôle qu'on a sur lui. Voilà, alors, autre type d'anecdote qui circule entre recueils de récits brefs, plaisants, et histoire naturelle, c'est ce qui concerne le singe. On connaît des dernières nouvelles, des nouvelles créations de Bonaventure des Perriers, donc publié en 1558, avec l'histoire du singe qui guérit son maître malade, puisqu'il le guérit en buvant la médecine, en buvant le médicament, et c'est tellement mauvais que le singe se lance dans des gesticulations. L'idée des gesticulations, c'est un élément de la description du singe dans toutes les encyclopédies naturalistes, et il gesticule d'une telle manière que ça fait rire son maître, et son maître s'en trouve guéri. Et donc le récit 58 dans ce recueil de nouvelles de Desperriers, on le retrouve chez un médecin qui écrit sur le rire comme Laurent Joubert, qui le rapproche de deux autres récits dont il dit bah ça s'est passé à Montpellier, donc là où il écrit. Et puis on les retrouve chez Aldrovandi, dans l'encyclopédie l'histoire des animaux d'Aldrovandi, dans le chapitre sur le singe. Alors c'est d'autres sources, mais c'est exactement les mêmes récits, hein, sur le singe d'un pape. Voilà. Donc là, ce qui fait le lien, c'est cette idée d'étonnement suscitée par les singularités animalières. Ce que peut faire un animal, comment ça se situe aux limites du croyable. Hein, ce qu'un animal fait aux hommes. Donc vous voyez, là on est au-delà de la simple idée d'un monde partagé. Là c'est l'idée d'hommes et d'animaux qui interagissent avec les questions que ça pose sur l'intentionnalité des animaux. Puisqu'évidemment, rapporter une histoire comme ça sur le perroquet, ça pose la question de l'intentionnalité ou pas du perroquet. Point de contact suivant, c'est entre la nouvelle et la fable. Donc là, on se situe dans un univers de fiction, mais autour de cette frontière homme-animaux. Alors là aussi, a priori, deux types de narration très différents. Les nouvelles se donnent comme vraisemblables et les fables ésopiques comme invraisemblables. Et a priori, pas la même vocation à l'exemplarité. C'est-à-dire que là où la fable est toujours liée à une perspective d'exemplarité, la nouvelle, c'est évidemment beaucoup plus problématique et beaucoup plus incertain. Or, je crois que c'est quand même intéressant, ça peut paraître anecdotique, ça peut paraître extérieur à notre sujet, mais il se trouve que dans la culture de la Renaissance, il y a un contact étrange pour nous entre ce qui relève de la nouvelle réaliste
et ce qui relève de la fable ésopique. Alors c'est généralement traité par des historiens de la littérature comme une affaire lexicale, hein. C'est lié au fait que Lorenzo Valla, au XVe siècle, traduit des fables d'Ésope en utilisant le mot de facétie, facetiae morales, facétie morale, c'est-à-dire en reprenant le mot facétie que son ennemi le Poge avait utilisé pour des histoires bien humaines, c'est-à-dire de blagues faites par des hommes. Et donc le même mot de facétie recouvre, dans la culture humaniste au XVe siècle, deux pratiques littéraires très différentes. Et c'est le même traducteur, en France par exemple, c'est le même traducteur qui traduit les deux corpus, en reprenant facétie pour les deux, c'est Guillaume Tardif, qui traduit et les textes du Poge et le texte de Valla. Et ça a évidemment une conséquence sur la mise en livre, c'est-à-dire qu'on a tendance après, dans la première moitié du XVIe siècle, à faire se croiser ces corpus dans des livres. Alors je voulais vous montrer un exemple. Oui, ça c'était ça c'était Aldrovandi, en arrière c'était la page d'Aldrovandi, et ça c'est, vous voyez, la rubrique qu'on a, les histoires de singes, lui c'est sous le chapeau Natura Mores Ingenium, cette question de l'ingenium, de l'inventivité, comme on disait tout à l'heure, de l'esprit du singe. Excusez-moi, c'était en retard. Donc ça c'est un recueil de récits brefs qui paraît à Lyon en 1531, chez Romain Morin, très innovant sur le plan de la mise en livre, parce que c'est le début des livres en romain, justement, et non plus en gothique, pour toute une série. Il s'appelle Le parangon de nouvelles honnêtes et délectables à tous ceux qui désirent voir et ouïr choses nouvelles, utile et profitable à un chacun vrai amateur des bons propos et plaisants passe-temps. Et la fin du livre, ce sont des fables animalières, empruntées à Valla, etc. Or, quand on lit l'ensemble du livre, on est frappé par le fait que ce qui fait le lien, c'est la présence des animaux. La première nouvelle, c'est une nouvelle de Docas, c'est la nouvelle du faucon. L'amour déréglé d'un seigneur pour son faucon. Il emprunte au Poge, je vais donner deux, mais vous ne pourrez pas voir, mais là, c'est le début de la première fable à proprement parler, qui est l'histoire de l'âne et de quoi? Du loup? Oui, hein, c'est un âne qui saute une haie, etc. Voilà, ça c'est donc nouvelle 41, voilà. Et là, une nouvelle empruntée au Poge, qui est l'histoire d'un prêtre qui, pour embêter son évêque, a décidé d'enterrer son cochon dans le cimetière. Et l'évêque lui dit que c'est scandaleux, stérile, et le prêtre lui dit ben oui, mais il a laissé un testament en votre faveur. Voilà. Donc petite blague du Poge, hein, sur les hommes maniant les animaux. Et vous voyez, une fable ésopique, tellement ésopique, avec des animaux qui parlent, peut se trouver dans le même recueil, dans le même livre, qu'une histoire toute humaine, hein, comme celle du Poge, reprenant un bon mot attribué à un prêtre. C'est très singulier pour nous, mais je crois que c'est un fait important. Donc vous voyez, dans ces bons propos et plaisants passe-temps, on aura rencontré des animaux acteurs et des animaux objets, des animaux locuteurs et des animaux délocutés, etc. Il y aura eu tous ces états, hein, cette présence plaisante des animaux. Alors l'exemple que je vous ai donné dans le petit exemplier, parce que pour moi c'est le plus frappant, il est même fascinant, c'est l'enchaînement de deux récits animaliers chez Bonaventure des Perriers. C'est les nouvelles, donc s'enchaînent, nouvelle 87-88, et de manière très consciente, il enchaîne dans un recueil de nouvelles, la nouvelle 87, qui a proprement parlé une fable de type ésopique, qui s'appelle De Lapie et de Sépio, donc des enfants de Lapie, et c'est à partir d'une scène, hein, je ne suis pas sûr qu'elle soit observable sur les pies d'ailleurs, mais bref, c'est une pie adulte accompagnée de jeunes pies se déplaçant dans un champ, et donc il reconstitue un dialogue éducatif, hein, sur la pie qui essaye de convaincre ses petits de partir seuls maintenant, et les petits disent mais non, et là il y a des hommes, et s'ils nous envoient une pierre, et la mère leur dit mais vous verrez la pierre, etc. Et les petits veulent garder leur mère, et à la fin
Puis il leur dit, bah, vous en savez tellement, bah, débrouillez-vous si vous voulez, vous êtes capable de vous débrouiller tout seul si vous êtes capable d'imaginer ce que peuvent faire les hommes. Et donc la pie les laisse là, dans le champ. Donc petite fable ésopique, avec des animaux qui parlent, qui échangent entre eux, etc. Et puis enchaînement du singe qu'avait un abbé, qu'un Italien entrepris de faire parler. Et la nouvelle réaliste à la cour de France, on sait un peu d'où elle vient, autour d'un Italien qui prétendait apprendre les langues à tout le monde en un instant, et donc, nouvelle satirique sur ça. Un abbé se vante de l'ingénium de son singe, un singe qui peut tout faire, alors il est lyrique, hein, quelle merveilleuse espèce d'animal. Je crois que nature voulait faire un homme quand elle le faisait, et qu'elle avait oublié que l'homme fut fait, etc. Elle lui fit le visage semblable à celui d'un homme. Il ne lui manque que la parole que ce ne soit un homme. Mais ne serait-il possible de le faire parler? On apprend bien à parler à un oiseau qui n'a pas tel entendement ni usage de raison comme cette bête-là. Je voudrais qu'il m'eût coûté 1 année de mon revenu et qu'il parlât aussi bien que mon perroquet. Ne crois point. Et je ne crois point qu'il ne soit possible, car même quand il se plaint ou quand il rit, vous diriez que c'est une personne et qu'il ne demande qu'à dire ses raisons. Alors vous voyez, évidemment, la nouvelle va se retourner contre l'abbé, qui a oublié qu'un singe ne pouvait pas apprendre à parler, sauf que l'abbé prend comme exemple les oiseaux auxquels on apprend à parler, et que je sache, dans les campagnes françaises en 1550, les pies, on leur apprenait à parler, puisque la pie, c'est un oiseau qu'on peut élever pour lui faire reproduire des sons. Donc le fait de mettre une nouvelle comme ça, juste après cette fable de pie, rend... là, le lien, je pense, est vraiment conçu par des périodes. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? C'est qu'un Italien entend l'abbé dire ça, et il lui demande évidemment une forte somme d'argent, en lui disant, si vous me le laissez 5-6 ans, je ne sais plus à durée, pas de problème, je vous rends votre singe, il sait parler. Et l'abbé, d'accord, donne toute sa fortune, et l'abbé est tellement malheureux, évidemment, de ne plus avoir son singe, qu'il recontacte l'Italien en disant, gardez l'argent, mais rendez-moi le singe. Et donc l'abbé dit, ah, d'accord, donc on ne sera pas allé au bout, donc il lui rend le singe et il garde l'argent. Et donc le singe n'a pas appris à parler, mais l'Italien est content, et l'abbé aussi, puisque je vous ai laissé la fin. Pour ce, l'abbé, voyant que c'était l'Italien qui avait le plaisir de son singe et non pas lui, se repentit de son marché et voulut ravoir ce singe. Ainsi l'Italien demeura-t-il sa promesse? Non, mais c'est juste avant. Ce fut que l'abbé, ayant perdu ce singe de vue, se commençait à fâcher de mode qu'il ne prenait plus plaisir en rien. Car voilà. Et l'abbé découvre, en étant la dupe de cette affaire, que le rapport qu'il a à son singe, c'était pas seulement la fierté d'un singe savant, c'est aussi qu'il était attaché affectivement au singe. Et il a fallu qu'il soit trompé par le méchant italien pour se rendre compte de ça, de cet attachement. Donc la nouvelle est très riche sur le rapport à l'animal. Et donc vous voyez la coprésence, la juxtaposition d'une petite fiction ésopique où les animaux parlent, alors qu'on sait qu'ils parlent comme des hommes, et puis de cette fiction réaliste qui met en scène la question d'une parole animale comme impossible, mais qui révèle des choses sur la relation homme-animal, me paraît typique de cet état des choses, disons, à ce moment-là. Alors voilà, là, ce qui fait le lien, je crois, c'est l'idée de communication. Ce qui fait le lien entre les deux textes, c'est que, entre les animaux, entre les hommes et les animaux, de la communication se passe. Éric Baraté répondait tout à l'heure en mobilisant la question de la traduction. Mais là, je crois que c'est ce qui est en jeu constamment dès qu'on est dans ces dispositifs littéraires. Moi, je pensais à ce que Eduardo Kohn, l'anthropologue, dans cette anthropologie de la nature, celui qui s'appelle « Comment pensent les forêts », il a un chapitre sur ce qu'il appelle les pidgins trans-espèces. Cette élaboration de modes de communication bricolés. Et on est tout le temps en train de faire ça. Et là, cette coprésence, je crois, d'une fiction ésopique, d'un dispositif ésopique et d'une nouvelle réaliste autour de la communication animale parle de ça. Enfin, on rend ça sensible. Voilà. Et puis, dernier contact, c'est le plus bizarre, c'est un peu un excursus entre la fable, au sens ésopique, au sens de ces
mode de représentation des animaux qui mobilisent du symbole. Fable et l'histoire. L'histoire humaine. Donc autrement dit, c'est la place. Est-ce qu'il y a une place de ce que les hommes ont à raconter sur les animaux, ce qu'ils imaginent les animaux, ce qu'ils se racontent sur les animaux? Est-ce qu'il y a une place pour ça dans la manière d'écrire l'histoire du monde, l'histoire des hommes? Voilà, alors moi ça m'intéresse au XVIe siècle à cause d'un phénomène de l'histoire culturelle qui est ce qu'on appelle parfois la mondialisation de l'ésopisme. Alors il y a deux manières de comprendre ce phénomène. Il y a la manière lettrée, disons. Par exemple, il y a la très belle conférence de Patrick Dandré que vous avez rendue disponible, qu'il a faite au séminaire, et qui explique ce corpus pour nous Ésope, venu de la Grèce. Vous savez qu'il y a l'équivalent dans le monde oriental, qui vient d'un recueil sanskrit, le Panchatantra, qui à différents moments de l'histoire interagit avec le corpus venu de Grèce. Donc le Panchatantra, lui, diffuse en Extrême-Orient, il y a des fables en Chine, au Japon, et comme le dit Patrick Dandré, il y a sans doute une source commune qui fait... On a des traces dans la culture sumérienne, d'histoires comme ça, de type de fables animalières, où on fait parler des animaux, où on raconte le comportement des animaux. Bon. Alors ça, c'est la manière lettrée, mais la manière des anthropologues, on peut dire, c'est qu'ils constatent qu'il n'y a pas de culture humaine, qu'elle soit orale ou écrite, qui n'attribue au monde animal des formes de discours. On ne connaît pas de culture humaine qui ne fasse pas parler les bêtes, à un titre ou un autre. Et c'est un fait qui repose dans le langage humain, l'idée de mettre en récit le comportement d'êtres vivants non parlants, faire parler, c'est un fait constatable de partout. Il y a aussi la question des mimologistes, moi qui m'intéressait dans ma thèse, comment dans toutes les cultures, à partir du bruit des animaux, des voix animales, on met un discours dessus, on leur fait dire quelque chose, on met des mots qui aident à reproduire un cri ou un bruit en lui donnant un sens. Et ça passe pas par de la diffusion savante. C'est que dans toutes les cultures pratiquent ça. Alors au XVIe siècle, ce qui est frappant, c'est que on a ces deux aspects de l'ésopisme. Voilà, je prendrai deux exemples sur la diffusion, sur la mondialisation de l'ésopisme. C'est, je vais montrer ça aux étudiants. À gauche, c'est l'ésope japonais. C'est un ésope en japonais, mais en alphabet latin, qui est imprimé au Japon en 1593 par les jésuites. Donc en marge du catéchisme, ils vont faire un ésope en japonais. Et donc ils le font faire par un japonais converti, qui en fait va devenir ensuite un persécuteur de la Compagnie de Jésus, qui va retourner sa veste. Voilà, et donc on adapte pour faire passer des messages moraux chrétiens, on s'appuie sur Ésope, etc. Bon. Alors, au Japon, il y a plein de fables animalières qui, elles, viennent du Panchatantra, évidemment, de la source orientale. Et puis à droite, c'est pour évoquer, je vous ai donné le titre ailleurs, c'est ce recueil ésopique en nahuatl, donc imprimé, je vous ai mis, enfin, c'est pas du tout imprimé, c'est un manuscrit, je vous ai mis, voilà, deuxième moitié du XVIe siècle, qui concerne la Bibliothèque nationale de Mexico, et donc qui a été publié par les chercheurs sous le titre Ésope au Mexique. C'est une version aztèque d'Ésope, là aussi rédigée par un indigène, auquel on a appris l'espagnol, donc ça permet de faire passer, sauf que le texte est très riche, puisqu'on transfère tous les animaux, on transpose tous les animaux pour les rendre compréhensibles. Donc le renard devient un coyote, le lion devient un jaguar, le jet devient un perroquet, etc. Et je cite Brotherston, le grand spécialiste, les fables d'Ésope viennent s'insérer dans une littérature déjà riche en conversation entre et avec les animaux, dans la culture mexicaine, et elles sont imprégnées du langage naturel qui sous-tend la cosmogonie amérindienne. Donc là, ça interagit complètement dans le recueil. Donc là, je vous ai donné un exemple. Alors, ça pourrait être la page de titre d'un Ésope. Un homme, c'est un manuscrit mexicain, 16e, avec ce jeune homme qui va à la rencontre des animaux, à découvrir des animaux. C'est très proche de l'iconographie des Ésope. Bon. Alors,
l'enjeu, c'est le fait que, ici et là, sur Terre, les hommes ont des choses, se représentent différemment le monde animal, ont des représentations différentes sur le monde animal. Alors, cette coexistence de manière différente, elle peut se mettre en récit sous la forme d'une anecdote. Hein, c'est ça que je veux aller. Parce que, alors, cette différence, elle se voit déjà dans le corpus ésopique, vous savez bien, puisque chaque animal, contrairement à un système de bestiaire, chaque animal n'a pas le même comportement dans telle et telle fable. Hein, on a des différences de représentation d'animal, c'est parfois même contradictoire. Dans les encyclopédies naturalistes à la Renaissance, c'est mis en évidence par les rubriques, symboles, des choses comme ça. Ils expliquent, Albrevandi explique à chaque fois, par exemple, je m'étais intéressé aux volailles, aux poules et aux coqs. Et le coq, par exemple, le chapitre sur le coq, il y a la première partie qui montre que c'est un symbole très négatif, etc. Et puis il dit, cependant, et puis deuxième partie, c'est un symbole complètement positif dans plein d'histoires, puis le symbole chrétien, enfin, on raconte des choses voilà, très, très positives. Cette dimension-là de contradiction, au XVIe siècle, elle devient parfois un objet d'étude. Hein, je vous ai donné la référence des Méditations historiques de Camerarius, qui est un livre, j'avais rencontré ça dans ma thèse, et c'est très riche, c'est un auteur protestant, qui évoque une série de problèmes historiques, on pourrait dire, de singularités historiques. Et il y en a plusieurs sur les animaux, donc par exemple sur les rapaces nocturnes, sur les serpents, et qui reposent toujours sur le fait qu'à un moment, ça se retourne. Sur les hiboux, par exemple, qui commencent en disant, chez Gengis Khan, c'était une image très positive. Puis il dit pourquoi. Puis par contre, chez les Romains, c'est très négatif. Et puis juste après, il passe à une anecdote sur une histoire de pape pendant un concile, un hibou qui intervient dans un concile au XIVe siècle. Enfin voilà, et donc vraiment c'est une manière d'écrire qui questionne ces divergences. Et puis ces divergences, donc elles peuvent faire l'objet d'une anecdote, et je vais finir sur ça, c'est un texte voilà, beaucoup, qui est la fin de la séquence sur les oiseaux dans l'histoire d'un voyage au Brésil de Jean de Léry. C'est une anecdote animalière, et je n'ai pas le temps de la lire, mais ce qu'il raconte, c'est que, donc ils sont face à un oiseau nocturne, ils disent, voilà, on est avec des Français, on entend une voix horrible, piteuse comme celle d'un chat-huon, qui n'a pas bonne réputation, les histoires qu'on raconte en Europe, c'est rapace nocturne. Et puis, donc, ils voient les Indiens qui écoutent ça avec attention, ils se moquent d'eux, c'est ridicule. Et puis à un moment, les Français rient entre eux. Et un des Indiens s'indigne en disant, mais arrêtez de rire, laissez-nous écouter. Et en fait, les Français comprennent à ce moment-là que les Indiens n'y entendent absolument pas une voix négative. C'est au contraire une voix qui leur fait du bien, qui leur transmet des messages positifs, hein, qui viennent des morts, c'est lié à la mort, mais c'est une voix qui les réjouit. Et Jean de Léry raconte ça. C'est une anecdote face à un moment donné, et il conclut en disant, après tout, c'est pas plus ridicule que nos croyances sur le purgatoire, puisqu'il fait de la polémique anticatholique. Donc c'est pas plus ridicule que ça, c'est une autre manière d'écouter la nature. Et ça fait l'objet d'un récit de type anecdotique. Alors, ce qui est fascinant, c'est que cette nouvelle, elle fait se rencontrer l'oiseau nocturne vu en Europe comme oiseau négatif, le mauvais présage, et les mythes à engoulevent, puisqu'en fait cet oiseau c'est un engoulevent, et c'est, comme disait Lévi-Strauss, cette page, c'est le premier témoignage européen sur les mythes à engoulevent qui sont essentiels dans toute la culture amérindienne jusqu'en Amérique du Nord. Et c'est le premier témoignage qu'on ait d'un voyageur qui se rend compte que les indigènes ont une autre interprétation symbolique de cette présence animale. Donc là, ce qui fait le point de contact, c'est le fait que la diversité des hommes dans l'écoumène, entre Europe et Amérique, on peut la lire comme des différences dans la manière de vivre dans l'espace, de percevoir les autres êtres vivants. C'est les différences d'ontologie, comme dit Philippe Descola,
Et là, Léry nous raconte cette expérience-là. Alors, je ne connais pas d'autres récits qui aient à ce point cette forme de petite scène racontée pour parler de cette divergence de lecture. Mais pour moi, c'est un témoin, enfin, c'était vraiment une tâche clé dans mon travail, dans mon élaboration de thèse. Et puis j'aime bien revenir sur cette page parce que je la trouve forte. Et là, on se dit que ce qu'il propose comme écoute partagée, puisque c'est ici sur des Français, des Indiens qui écoutent le même oiseau, mais n'entendent pas la même chose et découvrent que l'autre entend autre chose. C'est tout le contraire de l'appropriation coloniale qui va se mettre en place et qui portera à la fois sur les êtres humains et les êtres non humains. C'est bien, l'exploitation. Voilà, donc c'était ces 5 situations que je voulais évoquer. Donc je garde 5 mots, c'est la question du partage, homme-animal dans un même monde, la question de l'exemplarité, c'est le regard éthique sur les autres vivants, la question des interactions, les questions que ça pose en termes d'intentionnalité, on peut le dire dans nos NU, la question pour moi très importante de la communication. Moi, je suis arrivé vers ces corpus à travers une réflexion sur la voix et la parole, donc c'est aussi pour ça que je suis sensible à ces enjeux de communication. Et puis la question de la diversité des présences humaines au monde. Voilà, je vous passe ma conclusion parce que c'était déjà très long. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? J'ai été frappé à la fin de ce que vous nous avez passé, de ce que vous avez dit, sur le lien avec le religieux. Et cette circulation là, que vous évoquez est très intéressante, et pour avoir un peu travaillé sur le discours religieux, on la retrouve sans arrêt. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes allé voir ce genre de... Oui, c'est quand même un des modes de lecture du monde animal. Oui, tout à fait. La mobilisation est intense. Oui, et ce lien que vous faites, là, je n'y avais pas pensé, je le revois, dans l'introduction à la vie dévote de Saint François de Sales, partout. Alors, oui. Alors, moi, je me souviens, François de Sales, ça passe vraiment parfois par des descriptions de comportements d'animaux très précis sur les gros oiseaux, les petits oiseaux. C'est des questions qu'on continue de se poser, sur ce qu'ils partagent ou pas. Il y a une expérience du Muséum d'histoire naturelle, actuellement, sur l'accès aux mangeoires, l'accès à l'alimentation. Il y a un appel par application sur les smartphones, on pouvait entrer des informations, et c'est vraiment une scène que François de Sales mobilisait pour une lecture chrétienne. Alors c'est très... À la fin, par exemple dans le début de la Contre-Réforme, il y a vraiment, je pense à un auteur qui écrit une zoopédie. Il s'appelle Antoine de Balingen, qui est un jésuite du nord de la France, et qui écrit une zoopaideia, et qui se présente, alors... ça pourrait... C'est classé, si je me souviens bien, par... Alors non, c'est classé par vertu et vice. Classé par vertu et vice, mais il y a un index des animaux. Et donc il s'appuie sur des scènes animalières, alors qui sont rarement des récits. Là c'est plus tel ou tel comportement, enfin c'est pas des récits circonstanciés, très singularisés, avec après la lecture orale. Et ce qui est frappant dans les livres de naturalisme de la Renaissance, c'est comment ces lectures-là, dont on pourrait penser qu'elles sont stabilisantes, qu'elles cernent l'animal, qu'elles le dotent de qualités stables, en fait elles sont intégrées à un monde complètement mouvant.
puisque c'est frappant pour le coq chrétien, par exemple. Le coq, comme l'image du réveil de l'âme, qui se tourne vers son créateur le matin, le coq des églises, etc., cohabite complètement avec le coq de la glorification sexuelle. Ça, culturellement, il n'y a pas de... les espaces ne sont pas clos dans cette culture animalière de la Renaissance. C'est très troublant, je trouve, quand on lit. Si je faisais aussi une question, parce que vous avez beaucoup fait réfléchir, comme d'habitude, sur un tas de choses. Et le rapport entre le mélange des genres, la communication entre espèces est assez troublant, je trouve. Moi, j'ai un peu réfléchi plutôt à partir de textes satiriques, des satires où l'animal est souvent une fonction, un point de vue critique sur les hommes, ou bien un symbole. Mais dès qu'il y a des mélanges, il y a de la fable, de la nouvelle ou de l'histoire naturelle qui interviennent, on ne sait plus trop dans quel genre on est, et là on s'étonne, enfin, on ne sait plus comment on sort de la convention, on va dire. Je crois que si on lit la fable des Pies, on sait qu'on est dans une fable, mais si on la lit sous forme de nouvelle, tout de suite c'est beaucoup plus étonnant. On retrouve l'étonnement, je crois, devant l'animal, en fait. Oui, moi je crois que cette histoire de ce critère de vraisemblance, de ce qu'on va juger vraisemblable dans un récit mettant en scène des animaux, je pense que c'est une question centrale. Alors là, cette manière de présenter fait que je passe complètement sous silence la dimension idéologique, puisque là ça ouvre des questions sur les animaux, mais je n'évoque pas le fait qu'il peut y avoir des réponses très tranchées entre la dignitas hominis, enfin la pyramide que montrait Éric Baraté. On peut, Gessner par exemple, il explique que toutes ces merveilles animales, ces merveilles du monde animal, c'est passionnant de les regarder, mais de toute façon l'homme reste à sa place, ça questionne pas du tout ça. Du côté d'un auteur sceptique, ça va pouvoir être mobilisé dans un tout autre sens, comme Montaigne par exemple, pour critiquer la prétention de l'homme à se placer en un lieu séparé par rapport à cette commune nature, comme il le dit. Donc ça peut faire la matière de... Enfin, ça peut servir des discours, je pense, très divergents, mais il n'empêche que le matériau reste le même. Je crois que le matériau, c'est cette interrogation sur qu'est-ce qui est vraisemblable ou pas on prête à l'animal. Voilà. C'est un opérateur de questions, je crois. C'est pour ça que je passer par cette idée de communication, de pidgin, comme le dit Kohn, de transactions dans lesquelles il y a du malentendu. C'est ce que décrit très bien Montaigne quand il parle de cette fameuse phrase sur son chat, sa chatte, quand je joue avec elle, qui sait si elle ne se dit pas qu'elle est en train de jouer avec moi. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la question, la structure interrogative. C'est vraiment comme ça que fonctionnent toutes les scènes animalières pour Montaigne. C'est un opérateur de questionnement. Merci infiniment, c'était passionnant. Non, je me posais c'est un petit détail, enfin une question de terminologie, parce que Éric Baraté parle d'individu et tu parlais de spécimen. Spécimen qui est un mot qui est introduit à la fin du XVIIe siècle dans le sens d'échantillon, d'exemplaire, de type. Donc le spécimen comme représentatif d'une espèce, alors que l'individu, si j'ai bien compris, n'est pas forcément représentatif de l'espèce, mais manifeste une singularité. Donc je ne sais pas si tu peux commenter cet usage. Et puis après, juste rapidement, une autre question, c'est, enfin, pour aller dans la continuité de ce que disait Nicolas, je me demandais si, enfin, à travers tous ces points de contact que tu montrais, il n'y avait pas aussi un trouble dans le genre, pour jouer avec le titre de Judith Butler, enfin, des phénomènes de recatégorisation générique à travers l'usage de l'anecdote animalière. Enfin, c'est ce que tu suggérais peut-être. C'est-à-dire on n'est pas seulement à la frontière des genres, mais on peut éventuellement
est-ce que ça peut questionner parfois le statut générique même d'un texte? Alors, pour parler de ça, peut-être sur cette histoire nouvelle et fable, là je pense qu'on n'est pas loin de ça dans ce que fait Desperrier, Voilà, ouais. par exemple, autour de l'idée de récréation. Après, je ne suis pas sûr qu'il y ait un enjeu en termes de généricité. Parce qu'en plus, là, le mot genre, c'est là que le tableau est quand même très discutable. La fable n'est pas un genre au même titre que, je vois quoi qu'on pourrait dire que l'histoire naturelle est un genre. Enfin, tout ça, ça rentre pas, ça fait pas une série très homogène. Donc c'était juste, ça paraissait aider à réfléchir, de présenter des choses comme ça, je suis pas sûr. Alors sur Espèces et spécimens, c'était parce que je m'appuyais sur la manière dont on a écrit l'histoire de la zoologie, l'histoire du savoir zoologique. Alors c'est une autre... Parler d'individus, c'est s'appuyer sur les sciences sociales, c'est quand même utiliser des méthodes venues des sciences sociales, on va dire, pour parler du monde animal. Cette différence entre espèces et spécimens, ça c'est vraiment le lexique classique de l'histoire de la zoologie. Tu vois, est-ce qu'on décrit... Est-ce qu'on cherche à décrire une espèce donc en s'appuyant sur les critères définitoires, à situer l'espèce dans la classification, donc toute cette question de la nomenclature des espèces, etc. Est-ce qu'on se contente de faire des listes ou est-ce qu'on les ordonne en les classant, ces enjeux-là? Et puis la question des spécimens, ça va être la description circonstanciée à tel ou tel moment, mais qui aide à définir normalement des espèces, qui a cette fonction-là. C'est dans le protocole, par exemple, des descriptions de l'Académie des sciences, ce qui avait été le livre de Licop, sur ça, question Licop, où on a vraiment ce protocole de description qui doit vraiment dire tel jour, à telle heure, on a décrit, on a fait l'anatomie de ce spécimen, etc. Et puis on en tire des éléments pour décrire l'espèce, pour définir l'espèce. Donc là, c'est vraiment sur... Là, le spécimen, il est mort, si tu veux. Enfin, tu vois, c'est une approche... alors que l'individu, c'est pour le saisir dans son trajet vivant, dans sa socialité aussi, qui est à la fois animale et humano-animale. Enfin, c'est ce que vous montrez sur la girafe et les vaches, cette expérience-là, la vache qui l'accompagne, et puis le rapport aux hommes, là c'est pour un trajet social. C'est pour ça, je pense que le mot est différent. Benoît. J'avais deux petites questions. C'est plutôt sur la fin, le début de ton parcours et la fin de ton chronologie. Donc, ce que tu disais, c'était que ces abrégés méthodiques de zoologie, ça apparaissait seulement à la fin du XVIIe. Or, les abrégés méthodiques, je sais pas, en médecine par exemple, ça apparaît quasiment un siècle plus tôt, ou même plus, que je ne sais pas trop les chronologies, mais ça apparaît beaucoup plus tôt. Et je me demandais, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une explication pour que ça je sais, le terme de méthode, quoi. Ah oui. Voilà. Et deuxièmement, la deuxième question, c'était sur la... tu disais que il y avait un moment où il décrivait des espèces, il se mettait, à ce moment-là, vers 1680, il se mettait à décrire des espèces, il se mettait à détailler de manière à circonscrire les espèces, et au-delà c'était de la rhétorique. Et est-ce qu'il formule des difficultés à définir justement le lieu de la rhétorique par rapport à... est-ce que par exemple la description d'une espèce, ça ne peut pas devenir étonnamment descriptif, étonnamment... Oui. Alors, dans les abrégés, le protocole de description se veut régulier, normé. Tu vois, l'abrégé de
après, c'est ça. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça. Hein, donc mais enfin, tu vois, le système de la nature de Linné présente aussi sous cette forme-là. Hein, et Linné publie à côté une série de discours naturalistes, qui sont y compris, par exemple, je me souviens, sur les chants d'oiseaux. Il y a un texte de Linné sur la production sonore des oiseaux. Alors que ce qui me frappait, c'est que la production sonore, c'est quelque chose qui ne contribue en rien à l'identification des espèces. Donc ça sort complètement de ce discours. Ça revient par l'éthologie au XXe siècle, globalement. Mais à un moment, c'est sorti du protocole de description des espèces. Alors qu'on ne pouvait pas imaginer jusqu'en 1750 faire une page savante sur le rossignol sans parler de son chant. Et comme dirait, on recopie Pline depuis le début, quoi. Mais on n'avance pas. Donc c'est vraiment cette idée de répartir l'ornemental, comme ils disent parfois, ce qui permet vraiment l'identification. Alors après, moi ça je ne saurais pas, j'ai pas d'idée sur la place des... Dominique pourrait peut-être plus répondre. Moi, ce que je crois avoir compris, c'est que les abrégés se font plutôt en botanique, par exemple, dans le domaine du vivant, qu'en zoologie, hein, je crois. Bon, Ray, c'est un botaniste au départ, et c'est sans doute pas un hasard. Il y a peut-être moins d'affects qui circulent à propos des végétaux qu'il n'en circule à propos des animaux. Dans l'histoire des discours sur les animaux, qui sont pleins d'affects, et c'est pas facile de s'en débarrasser pour arriver à un protocole descriptif. Non, je sais pas. Et puis pour la botanique, il y avait l'ouvrage de Dioscoride, commenté par Mathiol, qui était quand même une base très solide aussi. On n'a pas un tel ouvrage pour la zoologie. Non, voilà, c'est ça. Oui, alors là, l'extrême opposé avec Élien, par exemple. Voilà, exactement. Comme héritage antique, on est aux deux pôles. Bon, peut-être une toute petite question sur ta troisième entrée sur histoire naturelle et femmes. Alors, tu parles de circulation. Est-ce que cette circulation d'anecdotes tirées de l'histoire naturelle vers les nouvelles, vers les fables, ou vice-versa, ou est-ce que la question n'a pas de sens et en fait on retrouve les mêmes anecdotes, mais que c'est de toute façon pas une question de source et de... Oui, avant là, ce que je décrivais sur La Fontaine, là on a vraiment une fable qui se constitue à partir d'une observation naturaliste, si naturaliste. Moi, au XVIe, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc l'analyse de Paul Smith, à laquelle j'empruntais, c'est vraiment l'idée d'une analogie de dessin, de projet, tu vois, autour de cette idée d'exemplarité, de visée éthique, qu'il y a à la fois à décrire les animaux, à raconter les animaux vivants, voilà, pour transmettre du savoir, et à la fois dans une fable ésopique. Et lui montre ça, enfin, là où il y a circulation, c'est sur l'illustration, ça c'est évident, que ça circule vraiment entre les deux corpus, dans les illustrations. Et les illustrations, elles ont cette... je disais sur le côté... c'est là que l'idée d'anecdote est intéressante, c'est qu'elle cherche à mettre l'animal dans des circonstances. C'est cet âge-là de l'illustration zoologique. On lui donne un décor, on le fait agir, voilà. Et ça peut aussi bien servir la fable, hein, tu vois, qu'un chapitre de l'histoire naturelle. Mais c'est plutôt, là, c'est ce que Gessner formule à propos des liens, hein, c'est l'histoire naturelle, elle s'harmonise avec la philosophie morale, parce qu'on en tire des exemples, des analogies avec le comportement humain, des vices et des vertus.
c'est plutôt de l'ordre de l'analogie. Donc on fait peut-être une très courte pause. Ou pas? Alors, je regarde, je vais en dire par rapport au timing. Il est 5 heures. Oui, donc on a pris un petit peu de retard, mais on fait peut-être quand même une pause. Hein. Oui, oui. 5 minutes. Non, non. Voilà, peut-être, oui, disons, on reprend à 17h10. Voilà. Merci encore.